800 grammes de salive environ sont sécrétés par jour par un ensemble de glandes qui vont dessiner autour de l'arc mandibulaire un fer à cheval à concavité postérieure constitué par 2 glandes parotides, par 2 glandes sublinguales, par 2 glandes sous-maxillaires. Pour comprendre la topographie de ces glandes, il faut commencer par en rappeler la morphogénèse. Et sur une coupe frontale d'un embryon de His de 18 mm, correspondant au stade d'environ la 5e semaine, c'est à partir de la première poche entoblastique que vont se détacher les bourgeons des ébauches glandulaires salivaires. Sur cette coupe frontale, voilà la masse mésenchymateuse dont la différenciation sclérotomiale va donner naissance dans la partie crâniale aux ébauches maxillaires, aux ébauches palatines et dans la partie caudale aux ébauches mandibulaires. À l'intérieur de ces ébauches cheminent déjà les structures nerveuses que sont le 5 numéro 3 dentaire inférieur de chaque côté, puis le nerf lingual avec son contingent sensitif de chaque côté également, ainsi que la 12e paire des nerfs crâniens, le nerf hypoglosse, qui sont donc bien en place avant que la différenciation glandulaire ne prenne jour. Dans le sillon gingivo-jugal va se développer à ce stade de 18 mm la première ébauche glandulaire qui sera l'ébauche de la parotide, donc vers 5 semaines et demie. Au contraire, c'est dans le sillon gingivo-lingual, au voisinage des ébauches dentaires, des bourgeons dentaires mandibulaires, que vont se détacher les ébauches glandulaires de la sublinguale et de la sous-mandibulaire, qui sont un peu plus tardives donc, mais dont la migration, et tout particulièrement la migration vers l'arrière et vers le bas de l'ébauche de la glande sous-mandibulaire, va expliquer le rapport que le nerf lingual va alors contracter avec le canal excréteur de Wharton de cette glande sous-mandibulaire. Au niveau de cette extrémité faciale de l'embryon, sur un schéma de profil avec les placodes olfactives, les placodes optiques, les placodes otiques, ici très rapidement schématisés avec les bourgeons maxillaires mandibulaires, la face ventrale et la portion crâniale dans ce plan, c'est à partir du 2e arc branchial, à partir du cartilage de Reichert, que le mésenchyme myotomial va constituer l'ébauche du platysma, du muscle possier du cou, qui va secondairement envahir le massif facial et y constituer le futur SMAS, avec une pars mentalis, avec une pars buccalis, avec une pars nasalis, avec une pars oculis, avec une pars auriculis et avec une pars occipito-frontalis. Cet envahissement d'un mésenchyme qui est issu du 2e arc branchial pour constituer l'ensemble des muscles possiers va expliquer l'appartenance neurologique de cet ensemble à la 7e paire des nerfs crâniens, le nervus facialis, qui lui aussi est en place très tôt, bien avant que les ébauches glandulaires qui sont parties de la première poche entobranchiale, les ébauches submandibulaires et les ébauches parotidiennes, ne viennent secondairement glisser vers l'arrière et envahir en dessous de ce plan superficiel qui va être contenu dans l'aponévrose cervicale superficielle, ne viennent envahir donc les régions définitives. Décrire maintenant la loge sous-mandibulaire nous amène à représenter sur une vue latérale droite, dont voilà la portion crâniale et la face ventrale, l'angle goniaque, la branche horizontale de la mandibule et vers le bas, la
petite est la grande corne de l'osioïde, dont voici vers l'avant le corps. Sur la face exomandibulaire va siéger le muscle masséter que l'on retrouve ici, et vers l'arrière, bien sûr, le sternocleidomastoideus, emballé dans l'aponévrose cervicale superficielle, aponévrose qui passe ici en pont vers l'angle goniaque et qui constitue la bandelette sous-mandibulaire avant que de se prolonger par l'aponévrose massétérine. Dans la région ventrale, nous allons montrer ici, inséré sur la face endobuccale de la mandibule sur la crête du mylohyoideus, le muscle mylohyoïdien, le muscle qui constitue le plancher buccal. Au-dessus, nous sommes dans la bouche, en dessous, nous sommes dans le cou. Ce muscle mylohyoideus va recouvrir maintenant en profondeur le muscle hyoglossus, le hyoglosse, qui entre dans la constitution de la langue, et c'est dans l'espace ménagé entre le mylohyoïdien en dehors et le hyoglosse en dedans que va maintenant se glisser la glande sous-mandibulaire. Nous allons, sur ce schéma, en relever le pôle postérieur et inférieur et montrer comme suit ce prolongement qui accompagnera tout à l'heure le canal de Wharton, le canal sécrétoire de cette glande qui est grisâtre, blanchâtre, un peu rosée, qui pèse environ 8 grammes. Dans cette région, nous allons retrouver l'arrivée des muscles styliens, tout particulièrement du muscle stylohyoideus, accompagnés par le ligament du même nom, qui vont dessiner sur la petite corne de l'osioïde la poulie de réflexion dans laquelle va s'engager maintenant le muscle digastrique du cou, dont voilà le ventre antérieur qui vient se terminer dans la fossette endobuccale mandibulaire ventrale. Voilà cette poulie de réflexion, le digastrique, et dans cette région, nous allons bien sûr, à l'aplomb de la grande corne de l'osioïde, y retrouver la bifurcation carotidienne avec de la carotide externe le départ de l'artère thyroïdienne supérieure, puis maintenant de l'artère linguale. Celle-ci va passer en dedans du muscle hyoglosse pour se diriger vers la pointe de la langue, puis plus haut le départ de l'artère faciale, celle-ci qui va passer sous l'angle goniaque, qui va être en rapport intime avec le pôle supérieur de la glande sous-mandibulaire et qui va ensuite remonter après avoir dessiné ce crochet. Les éléments veineux, eux, vont avoir un trajet différent en ce sens que la veine linguale, elle, va cheminer à l'extérieur du muscle hyoglosse et va rejoindre ici la veine faciale et la veine thyroïdienne supérieure pour constituer le tronc commun thyrolingo-facial qui vient s'aboucher ici dans la veine jugulaire interne. Et bien sûr, nous retrouvons ici la délimitation des classiques triangles chirurgicaux que sont le triangle de ligature de la carotide, le triangle de Farabeuf, le triangle de ligature de l'artère linguale qui est le triangle de Béclar, et ici le triangle de Pirogoff, celui-ci étant délimité par le passage maintenant du nervus hypoglossus, du nerf hypoglosse, qui est le nerf moteur de la langue et qui est satellite ici de la veine linguale, donc à l'extérieur du muscle hyoglosse, et qui forme la base de ce triangle de Pirogoff. La 12e paire des nerfs crâniens, abandonnant par ailleurs, ici sur la face externe du système carotidien, l'anse descendante de l'hypoglosse. Eh bien, si l'on représente une coupe frontale passant dans ce plan, pour bien montrer la constitution des parois de la loge sous-mandibulaire va remonter en dedans de l'angle goniaque, va venir y imprimer une fossette glandulaire et va bien sûr être là au contact du muscle ptérygoïdien médial. Sur cette coupe frontale passant par la partie postérieure, dont voilà
la portion crâniale et la région latérale droite. Voici la couronne molaire avec l'apex radiculaire. Voilà la section de la mandibule avec la crête du muscle mylohyoïdeus et à l'intérieur de la mandibule, la section du canal dentaire inférieur. C'est là, dans ce canal, que chemine le 5 numéro 3 avec les rameaux dentaires. À la partie inférieure, nous allons montrer la section de l'osioïde et au voisinage de l'osioïde, le tendon réfléchi du muscle digastrique. Le muscle mylohyoïdeus, comme nous l'avons dit, va ici former le diaphragme du plancher buccal et c'est sous l'angle goniaque que l'on retrouve ici la crosse que va y dessiner l'artère faciale, accompagnée par sa veine satellite, accompagnée aussi très fréquemment par des ganglions lymphatiques. C'est l'aponévrose cervicale superficielle qui va donc constituer la paroi externe de la loge sous-mandibulaire et qui va maintenant venir se réfléchir autour du tendon réfléchi, du tendon intermédiaire du muscle digastrique. La glande sous-mandibulaire est contenue ici, mais à la différence de ce que nous avons connu déjà au niveau de la parotide, la capsule de la sous-mandibulaire n'envoie pas à l'intérieur de cloisons de refend, ne colle pas à l'aponévrose cervicale superficielle et son énucléation chirurgicale en sera donc beaucoup plus facile qu'au niveau de la parotide. Bien sûr, ici, dans le plan sous-cutané superficiel, voilà le plan du platysma et du tissu cellulaire sous-cutané. Si l'on représente maintenant sur une même vue latérale droite, l'hémimandibule droite ayant été sectionnée, en avant la zone de la symphyse mentonnière, la face ventrale et la portion crâniale, et vers le haut, maintenant, le profil du volume lingual sur lequel nous avons sectionné la muqueuse linguale, la langue ayant été dépouillée de cette muqueuse que l'on laisse apparaître sur la partie supérieure avec les papilles gustatives dans ce plan. Cette ouverture de la masse linguale nous permet d'y resituer là, dans le fond, le plan du muscle hyoglosse, venant des apophyses génies et radiant vers l'arrière arriverait le muscle génioglosse, et nous avons sur ce schéma, ayant coupé la mandibule, bien sûr sectionné le muscle mylohyoïdien qui a été rabattu dans ce plan vers le bas. De même, nous pourrions rappeler la section dans la fossette qui lui est propre du ventre antérieur du muscle digastrique du cou, que voilà lui aussi récliné vers le bas. La glande sous-mandibulaire va ici montrer le prolongement qui se glisse entre le hyoglosse en dedans et le mylohyoïdien en dehors, et qui va maintenant accompagner vers l'avant le canal excréteur de la sous-mandibulaire, qui est le canal de Wharton, qui va venir s'aboucher tout près du filet lingual à l'aplomb de la caroncule salivaire. Cette glande sous-mandibulaire va être en rapport intime avec un élément nerveux dont nous avons expliqué avec la morphogénèse le trajet bras dessus, bras dessous. Il s'agit du nerf lingual, dont voilà la terminaison dans les 2/3 antérieurs de la langue des filets sensitifs. Le nerf lingual vient former cette anse ici autour du canal de Wharton. Le nerf lingual va, dans l'épaisseur du prolongement antérieur de la sous-mandibulaire, échanger très souvent une anastomose avec le nerf moteur qu'est le nerf hypoglosse, la 12e paire des nerfs crâniens qui se dirige vers les muscles de la langue, et c'est sur cette anastomose que très fréquemment nous allons rencontrer le ganglion sécrétoire décrit par Langley. Cette glande sous-mandibulaire est au voisinage
de l'artère faciale que nous pourrions ici sectionner vers l'arrière et qui va abandonner maintenant un petit vaisseau qui va cheminer ici le long du canal de Wharton et qui va gagner maintenant les glandes sublinguales. Il s'agit de l'artère et de sa veine satellite sublinguale. En effet, cette ouverture de la face latérale droite va maintenant nous permettre de montrer le groupe glandulaire, sublingual. Il s'agit non pas d'une glande, mais d'une série de petites formations lobulées qui peuvent quelquefois être au nombre de 12 à 15, qui sont dans le prolongement d'autres formations glandulaires que nous avions déjà signalées, les glandes rétromolaires, les glandes accessoires de Weber, et ces glandes vont s'aboucher ici, soulevant la muqueuse linguale latérale, dans une crête sublinguale, à l'aplomb d'une multitude de petits orifices qui ont été décrits par Rivinius, qui ont été décrits par Walter, qui ont été décrits par Blandin, qui ont été décrits par Bartholin. Cette glande sublinguale va donc la cheminer en dehors du trajet du canal de Wharton, que l'on peut donc montrer ici avec l'anse du nerf lingual en pointillé et en dedans. Et c'est ce que nous allons voir sur une deuxième coupe frontale, passant par la partie plus ventrale de cette loge, où nous allons encore retrouver la couronne dentaire et son apex radiculaire dans l'épaisseur de la glande de la mandibule, où nous allons retrouver le canal dentaire inférieur avec le nerf dentaire inférieur, ici, dans ce plan, et où nous allons retrouver maintenant le plan du mylo-hyoïdien, l'osioïde étant sectionné ici vers le bas, le ventre antérieur du muscle digastrique étant dans ce plan et l'artère antérieure, l'artère sous-mentale, branche de la faciale, accompagnée par ses veines satellites, étant ici en dessous du rebord mandibulaire. Sur cette coupe, le prolongement qui a glissé derrière le rebord postérieur du mylo-hyoïdien, qui, sur la coupe de tout à l'heure, pourrait être montré comme suit, avec le canal de Wharton, ici sectionné, avec le nerf lingual qui, à cet endroit, est assez loin du canal de Wharton par rapport au sillon gingivo-lingual et au relief lingual. Cette coupe permettrait de retrouver bien sûr le plan du hyoglosse, permettrait d'y remettre en dedans du hyoglosse l'artère linguale et d'y mettre en dehors du hyoglosse la 12e paire des nerfs crâniens, le nerf hypoglosse accompagné par la veine linguale. Eh bien ici, nous sommes à l'aplomb du soulèvement dans le sillon gingivo-lingual de la crête sublinguale. Voilà le relief de la langue, toujours. Voilà le plan du muscle hyoglosse. Et voici le canal de Wharton, donc, avec cette fois l'anse bras dessus, bras dessous, formé par le nerf lingual qui va cravater pour passer ensuite en dedans avant que de remonter vers la langue pour y donner les rameaux sensitifs. Le nerf hypoglosse est toujours dans ce plan et donne les rameaux moteurs à la langue, et nous avons ici, vers le dehors, donc la surélévation de la crête sublinguale. C'est là l'une des glandes sublinguales, dont voilà l'un des orifices décrits par Rivinius ou par Walter, et voici donc le rapport de la sublinguale avec les éléments terminaux, le canal excréteur de la glande sous-mandibulaire. Bien sûr, l'artère linguale est toujours dans ce plan, l'artère sublinguale branche de l'artère faciale avec les veines satellites, elle chemine dans ce plan, et l'artère linguale, ici en dedans, est en train de donner ces branches terminales que sont les artères ranines de chaque côté. C'est une coupe dont voilà bien sûr le côté latéral droit et la portion crâniale. Eh bien, sur l'histologie de cette glande, un petit mot pour expliquer que les glandes sous-mandibulaires et sublinguales sont des glandes mixtes. Elles sont faites par des acinis muqueux avec un
cytoplasme qui est clair, de grandes cellules sur lesquelles viennent se disposer des acini séreux dont le cytoplasme est foncé, rempli de ces granules, ici dessinant ce que Giannuzzi a appelé les croissants de Giannuzzi. Ces acini séreux, dans ces glandes mixtes, sont en rapport avec les passages de Boll et sont en rapport avec les cellules en panier de Boll, qui, à l'extérieur de ces masses acineuses, correspondent à de véritables cellules myocontractiles qui vont assurer la vidange de ces formations sécrétoires à l'intérieur du même tissu conjonctif où l'on va retrouver, bien sûr, la trabéculation classique, les filets vasculaires et les filets nerveux. La terminaison près de la pointe de la langue, que l'on peut montrer ici sur la pointe de la langue relevée vers le haut, permet sous la langue d'y découvrir le filet lingual qui, vers le bas, va être surélevé à l'aplomb de la caroncule linguale. De chaque côté de la pointe, avec un volume variable selon les individus, deux petites saillies correspondent à des glandes accessoires salivaires décrites par Nune, dont voilà les canaux accessoires. Sous la peau, sous la muqueuse à cet endroit, on devine la ramification de chaque côté du filet des vaisseaux ranins, et dans la caroncule salivaire inférieure, on va y voir les deux canaux de Wharton qui s'y abouchent dans ce qu'on appelle encore l'ostium ombilicale. C'est par là que va se faire le cathétérisme de ces glandes salivaires, c'est par là que va se faire aussi la sialographie. Au contraire, maintenant, latéralement, avec une crête soulevée symétriquement, striée transversalement, la crête sublinguale, c'est là que siègent ces glandes sublinguales, ce groupe sublingual avec tous les canaux qui ont déjà été mentionnés, canaux de Rivinius, canaux de Blandin, canaux de Walter, canaux de Weber, canaux de Bartholin, peu importe. Notion importante à retenir pour la pathologie, il existe ici, en dessous du filet lingual et de chaque côté, une bourse muqueuse sublinguale qui a été décrite par Fleischmann. Cette bourse muqueuse sublinguale, est une bourse en bisac. Le canal de Wharton, les glandes sublinguales sont en dehors de cette bourse de Fleischmann, mais elle est très importante parce que c'est là-dedans que vont se localiser les phlegmons du plancher buccal, et c'est là-dedans que va se développer la grenouillette aiguë, cette masse qui peut apparaître en quelques heures dans le plancher de la langue. Avec cet aspect mixte, à la fois muqueux et séreux, ces glandes vont donner une salive qui est une salive riche, cette fois en mucine. Une salive qui est beaucoup plus collante, qui est beaucoup plus opalescente, et la mucine étant antiseptique, cela va expliquer les infections qui sont peu fréquentes de ces glandes. Par contre, va expliquer le dépôt salivaire et la lithiase, qui est une pathologie typique de ces glandes, avec la crise de colique salivaire, la masse tumorale qui augmente au fur et à mesure que le repas s'avance et qui va disparaître plus on va s'éloigner du repas. Cela va bien sûr nous amener maintenant à évoquer l'innervation fonctionnelle de ces deux glandes en rappelant très schématiquement ici l'angle goniaque avec l'épine de Spix, la branche horizontale de la mandibule, et sur le trajet endobuccal, ici, la localisation de la sublinguale et de la sous-mandibulaire. Rappelons également ici l'arrivée du 5 numéro 3 avec ses deux branches terminales essentielles, le nerf dentaire et le nerf lingual. La sécrétion fonctionnelle parasympathique de ces deux glandes va dépendre maintenant du 7 bis, du nerf intermédiaire de Vriesberg,
auquel se trouve annexé le noyau salivaire supérieur. À partir du 7 bis va se détacher maintenant une anastomose qui est la corde du tympan qui va gagner le 5 numéro 3. Et le contingent sécrétoire parasympathique va emprunter cette corde du tympan, va emprunter le nerf lingual et va abandonner maintenant les filets qui affairent à deux renflements ganglionés, le renflement ganglionné de Langlais en arrière, le renflement ganglionné de Blandin en avant. Le contingent somatique sensible va être amené justement par le 5 numéro 3 et par le nerf lingual à l'intérieur de ces ganglions végétatifs annexés au nerf crânien. Quant au contingent orthosympathique classique qu'on y décrit, c'est par le sympathique périvasculaire et tout particulièrement à partir de l'artère faciale ici, puis de l'artère sous-mentale là, que l'orthosympathique arrive dans le ganglion de Langlais en arrière et dans le ganglion de Blandin ici en avant. Sous cette commande neurologique, la sécrétion va donc donner une salive qui va favoriser la constitution du bol alimentaire qui est, je le répète, une salive épaisse. Là aussi, la sécrétion orthosympathique est un peu moindre, la vasoconstriction réduisant la sécrétion glandulaire. La sécrétion dite cérébrale parasympathique, elle, va donner au contraire une salive plus importante en volume. Enfin, là encore, la section des voies préganglionnaires va entraîner ce qu'on appelle la sécrétion paralytique continue, car l'afflux orthosympathique persiste. Eh bien, les rapports de ces glandes sous-mandibulaires et sublinguales vont maintenant figurer sur une grande coupe princeps importante passant par la troisième vertèbre cervicale représentée comme au scanner, coupe dont voilà la face ventrale et dont voici en arrière le corps vertébral de C3, caractérisé sur le côté par les apophyses transverses avec le canal transversaire, le canal rachidien et l'apophyse épineuse bituberculeuse vers l'arrière. C'est là le côté droit vu par le dessous comme au scanner. Nous allons bien sûr rappeler le pédicule vertébral dans le canal vertébral avec l'artère, les veines et le nerf vertébral, sinus vertébral de Guerrier. Et nous allons rappeler le premier groupe musculaire très sommairement du muscle long du cou, des muscles scalène antérieur, scalène moyen, scalène postérieur et en arrière du muscle petit complexus et du muscle grand complexus de la tête pour rappeler que ces groupes pré-rachidiens, latéraux-rachidiens et rétro-rachidiens sont emballés dans la première aponévrose cervicale qui est l'aponévrose cervicale profonde. La coupe, du point de vue osseux, va nous permettre maintenant de montrer ici la tranche de section de la mandibule, à l'intérieur de laquelle se trouve creusé le canal dentaire inférieur, occupé qu'il est par le nerf dentaire inférieur, qui est là, avec la crête du mylohyoïdien, et bien sûr, nous allons retrouver sur la face exomandibulaire le musculus masséter, et sur l'angle goniaque, sur la face endomandibulaire, le musculus pterygoideus medialis. Voici la fossette d'empreinte de la sous-mandibulaire et la tranche de section d'un fragment du muscle mylohyoïdeus. Ici, sur la partie postérieure, nous allons retrouver maintenant le diaphragme stylien, bien sûr, au contact tout d'abord de la paroi pharyngée. Le muscle constricteur supérieur du pharynx, doublé qu'il est à sa face externe par l'aponévrose exopharyngée, rattaché en arrière en regard de l'espace rétroviscéral de Charpy par les cloisons sagittales de Charpy, ce muscle constricteur du pharynx va se prolonger vers l'avant et vers le dedans par le muscle pharyngoglosse. Nous sommes là au voisinage du muscle palatoglosse, constituant le pilier antérieur de l'amygdale. Voici le staphylopharyngien vers l'arrière, pilier postérieur de l'amygdale, et l'amygdale tonsillaire qui est donc ici, sur la face de l'isthme du gosier, en relation intime avec la muqueuse pharyngée.
du côté exopharyngé, voici ici le muscle styloglosse qui est en train de glisser aussi dans la masse linguale en arrière, masse linguale qui est constituée par le muscle hyoglosse, tandis que voici sur le côté, incorporé à la paroi pharyngée, le muscle stylopharyngien, que voilà vers l'arrière le muscle stylo-hyoïdien et le muscle digastrique du cou, qui sont dans le même plan que l'angulaire de l'omoplate, que le muscle splenius du cou et que le muscle splenius de la tête. Ces muscles de la deuxième nappe sont donc contenus dans la deuxième aponévrose cervicale, qui est l'aponévrose cervicale moyenne que nous allons remontrer ici tout autour de ce bouquet stylien, en négligeant ainsi les fleurs blanches des ligaments styliens. Voilà les deux espaces, l'espace pré-stylien et l'espace rétro-stylien. Ici, nous allons y retrouver maintenant le plan superficiel, constitué par le muscle sternocléido-mastoïdeus, qui est dans le même plan que le plan superficiel de la nuque, qui est le muscle trapézius, et bien sûr, ces éléments sont contenus dans l'aponévrose cervicale superficielle, la troisième aponévrose cervicale superficielle, qui se prolonge par l'aponévrose massétérine, qui s'est épaissie ici sous l'angle goniaque pour constituer la bandelette sous-mandibulaire et qui nous permet ici, après ce dédoublement, de rappeler au-dessus de la bandelette sous-mandibulaire, apparaissant comme ceci, le pôle tout inférieur de la glande parotide vue par le dessous. Ici, nous sommes dans la loge sous-mandibulaire avec la glande sous-mandibulaire qui va maintenant se prolonger entre le hyoglosse qui est en dedans et le mylohyoïdien qui est en dehors, et ce, à toute fin d'accompagner le canal salivaire submandibulaire de Wharton, alors que c'est en dehors de ce canal que vont se loger les glandes du groupe sublingual. Le nerf lingual va donc apparaître de cette façon, avec les ganglions de Langley et les ganglions de Blandin, et ce nerf lingual va ici dessiner en dessous du canal de Wharton cette anse bras dessus, bras dessous, sur laquelle nous avions insisté tout à l'heure. On peut bien sûr montrer la 9e paire des nerfs crâniens qui abandonnent les nerfs moteurs de certains muscles amygdaloglosse, palatoglosse, styloglosse, stylopharyngien, qui abandonnent le contingent sensitif de l'amygdale, le tonsillaire. On peut, dans l'espace rétro-stylien, mettre en place la carotide interne, accompagnée par la volumineuse veine jugulaire interne. Dans l'angle carotico-jugulaire, la 10e paire des nerfs crâniens, en dedans de la carotide, le nerf hypoglosse, et le nerf spinal, la 11e paire, le nerf accessoire, est ici en train de donner ses branches motrices pour le sternocléidomastoïdien et pour le trapèze. La chaîne sympathique latérovertébrale cervicale dans son ganglion cervical supérieur est là dans la cloison de Charpy. Elle va abandonner par ses ailerons latéraux de Charpy toutes les branches à destinée viscérale, anastomotique et périvasculaire. Et c'est bien sûr ici en avant que va se trouver dans la loge sous-mandibulaire le contingent issu de la carotide externe, l'angle de l'artère faciale, l'angle de l'artère linguale. En avant, nous aurions l'insertion du muscle buccinateur sur la face externe de la mandibule, et par rapport aux plans sous-cutanés qui sont là, bien sûr, le plan du SMAS, avec le risorius, par exemple, ici, là-bas, vers l'avant, et puis le plan fibreux de ce fascia aponévrotique sous-cutané qu'est le SMAS, séparé par le tissu cellulaire sous-cutané vers l'arrière. Voilà comment se présentent ici les rapports de tous ces éléments des espaces, et la difficulté de l'abord chirurgical, la difficulté de l'exérèse des tumeurs doit absolument faire connaître
particulièrement à fond ces rapports nerveux, ces rapports vasculaires des loges sous-mandibulaires et sublinguales. Ces glandes sont le siège de la lithiase, bien sûr, elles sont le siège des phlegmons, elles sont le siège de certaines tumeurs, elles sont le siège aussi des maladies qui vont tarir leur sécrétion, la maladie de Mikulicz, la maladie d'Erfurt, qui est la localisation sous-mandibulaire de la maladie de Bestier-Buch-Schumann, la maladie de Gougerot-Sjögren avec un tarissement sécrétoire. Ce sont là des pathologies fréquentes qui intéressent donc tout ce groupe salivaire.